Tout d'abord, soyez les bienvenus. Nous allons passer 1 heure ensemble pour vous présenter en fait un atelier sur comment créer la valeur ou booster la valeur de vos abonnés, de vos clients et de vos relations. Donc, juste pour nous présenter rapidement, on va d'abord vous présenter, nous sommes 1 minute 30, nous sommes un partenaire d'un CRM qui s'appelle HubSpot. Pour ma part, je suis Rémi Poulet, directeur général de 1 minute 30 et je suis accompagné de Virginie. Bonjour à tous. C'est ma première fois avec le micro, donc si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi un petit signe. Virginie Larue, je suis directrice technique chez 1 minute 30. Alors, nous allons commencer par un cas client qui est le groupe Avelia Press. Et Avelia Press, c'est un client fictif. En fait, donc toute ressemblance avec une marque existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Pour autant, en fait, Avelia Press, c'est un groupe qui a 3 quotidiens, 2 mensuels et un peu plus de 300 000 abonnés. Donc, comme tout groupe de presse, il vit à la fois de ses abonnements, de ses ventes au numéro, de sa pub, de ses hors-séries et de tous les compléments qu'il peut avoir de droite et de gauche. Et en fait, il a des enjeux. Son premier enjeu, c'est qu'il a d'abord des clients digitaux avec un certain comportement qui est lié à son écosystème web. Il a une boutique en ligne, il a un gestionnaire d'abonnement éventuellement. Donc, qui peut être un Hopper, qui peut être un Zuora, qui peut être un Gezab ou plein d'autres. Il a en fait un vrai problème, c'est que ces clients-là, ils existent dans plein d'écosystèmes, que ce soit dans la relation B2B, la relation B2B2C ou la relation B2C. Il va exister en fait de manière complètement éparpillée. Une partie de l'information va être dans sa boutique en ligne, une partie de l'information va être dans son écosystème pur web, une partie de l'information va être dans son appli, une partie de son information va être dans la relation commerciale, dans son support client, etc. Donc il a un vrai sujet, c'est comment avoir une vision holistique de ses clients et comment gérer l'interaction de ses clients. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, c'est très bien d'avoir ces données éparpillées, mais on a un gros enjeu dans la presse qui est d'optimiser l'acquisition et d'optimiser la rétention. Et puis, une fois que le client est là, augmenter l'ARPU, c'est-à-dire l'Average Revenue Per User, c'est-à-dire augmenter le chiffre d'affaires que je vais pouvoir générer à partir de mon client ou de mon abonné. Et donc, son vrai problème, c'est que comment, en fait, je suis capable de segmenter proprement mes données, mais comment je suis capable de segmenter correctement mes clients si je n'ai pas l'information de qui est engagé et quelle est la consommation réelle de mes clients au quotidien. Et donc ça, c'est son deuxième problème. Troisième sujet, c'est qu'il a aussi, en fait, bien entendu, des partenariats et la publicité, et qu'il a un troisième enjeu qui est de dire, eh bien, en fait, les partenariats, c'est la vente complexe, donc j'ai besoin aussi de suivre mes relations avec mes clients, mes prospects, mes événements, et de gérer, en fait, de façon simple, ma relation commerciale B2B, ou mes petits pros en B2B2C, ou mes points de vente et mon point de distrib, notamment dans mes relations kiosques, ou mes relations avec mes boulangeries, etc., mes points de vente, et mes points de distrib pour savoir s'ils sont efficaces. Et dernier enjeu, en fait, j'ai besoin de gagner en efficacité opérationnelle. C'est tout simple. En fait, j'ai besoin de gagner plus de chiffres. Je suis sur un marché qui est quand même quelque part parfois douloureux à faire grossir, qui est compliqué à faire grossir. Donc j'ai un enjeu qui est quelque part la philosophie que l'on met en place quand on met en place un CRM. C'est si je peux augmenter l'enchantement de mes clients, je vais pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Et donc, quand on parle de booster la valeur de mes clients, le premier postulat, c'est de dire je vais booster l'enchantement de mes clients et de mes prospects. Très rapidement, pour vous présenter qui est HubSpot. HubSpot est une plateforme en fait qui centralise. Vous connaissez dans le monde du CRM, gestion de la relation client, il y a 3 métiers principaux, qui est ce qu'on appelle le marketing, qui peut être du marketing sortant d'acquisition, qui peut être de marketing de fidélisation, qui peut être tout simplement des newsletters. On a une deuxième partie qui va être la partie sales, qui est vraiment la relation commerciale B2B. Vous verrez tout à l'heure à quel point aujourd'hui, en fait, l'IA a changé les règles dans le B2B et a simplifié le travail dans le B2B. Et puis la troisième, qui est le service, le support client. Le support client, c'est quand même un des seuls moments dans beaucoup de secteurs de la presse dans lequel le client a une vraie expérience avec la marque, en direct. Parce qu'il est au téléphone, parce qu'il est sur un chat, parce qu'il est sur plein de choses. Donc on sait que le support client, c'est un facteur clé pour avoir en fait et fournir un véritable enchantement au client. Et puis après, on a 2 autres hubs dont on ne va pas rentrer dans le détail. Et la différence entre HubSpot et tous les autres CRM du marché, c'est que aujourd'hui, en fait, ça repose sur une seule base. Une seule base client, on va vous les montrer tout à l'heure. Ça veut dire qu'on est capable de travailler sur les connus et les inconnus. On a dans le monde de l'acquisition ce qu'on appelle des DMP, c'est-à-dire des Digital Media Platforms, qui permettent d'aller
d'aller segmenter des comportements d'utilisateurs pour faire du retargeting publicitaire, regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et puis on a de l'autre côté le monde des CRM, qui est le monde de je travaille inconnus, je ne travaille pas des inconnus, je travaille des personnes connues, et j'essaie de les cibler, les segmenter. La force de HubSpot, c'est que c'est à la fois une DMP, un CRM ou une CDP, c'est-à-dire ça va vous permettre en fait de gérer à la fois vos connus et vos inconnus. Dans HubSpot, vous allez avoir le comportement des réseaux sociaux qui va être complètement lié au comportement publicitaire, qui va être complètement lié au comportement en tant que connu, en tant qu'abonné, en tant qu'utilisateur, en tant qu'inscrit. Et ça, c'est vraiment la logique d'HubSpot. Juste pour vous présenter très brièvement l'écosystème, c'est une toute petite boîte qui fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a un peu plus de maintenant 300 salariés en France et un peu plus de maintenant 300 000 clients actifs. Nous, 1 minute 30, on est intégrateur HubSpot, on fait partie des 100 plus grosses agences au monde, c'est-à-dire qu'on est spécialisé, on est multisectoriel, mais notamment dans la presse, on a la chance d'accompagner le Télégramme, on a de Brest, on a la chance d'accompagner Sud-Ouest, on a la chance d'accompagner la Dépêche du Midi ou Génération Numérique ou d'autres titres de ce type-là. Et en fait, notre métier à nous, c'est justement d'appliquer HubSpot et d'appliquer un CRM dans un écosystème de façon à tirer la substantifique moelle et de gérer en fait toute la problématique de créer l'enchantement, augmenter le chiffre. On rentre dans le cas d'Avelia Press. Juste dans 2 minutes, on va rentrer dans la partie démo. En fait, Avelia Press, on l'a dit tout à l'heure, un client, quand il interagit avec une marque, il interagit avec le support, il interagit avec le mail, le chat, le téléphone, il interagit avec une liseuse, il interagit avec un site web, il interagit avec des achats à l'acte, il interagit avec notamment des réseaux sociaux, des apps, bien entendu, et éventuellement des abonnements. Et en fait, tous ces écosystèmes sont des écosystèmes qui peuvent être complètement déconnectés les uns des autres. Et ce n'est pas juste la mise en place d'un SSO, d'un single sign-on ou d'une base unifiée qui va permettre de résoudre le problème. Le problème, c'est comment je collecte mes interactions, comment je collecte mes engagements clients pour pouvoir avoir une vue consolidée de tout ça. Juste un dernier slide avant la démonstration. Une bonne philosophie d'un CRM, c'est de dire on en base plus pour qualifier mieux, pour activer mieux. Quand on dit on en base plus, ça veut dire qu'on essaie de connecter un maximum d'informations, de connus et d'inconnus, pour pouvoir les enregistrer. Bien entendu, en étant respectueux du RGPD. Petit détail. Deuxième chose, on va essayer de les qualifier mieux. Et quand on parle de qualifier, on dit toujours il y a 5 piliers dans la donnée. Il y a la donnée déclarative, ce que le client va enregistrer. Donc un connu va pouvoir enregistrer son nom, son prénom, son adresse email, son téléphone. Mais un inconnu, ça va être juste un ID d'un tracker Facebook, un Facebook ID ou des choses comme ça. Donc c'est le déclaratif. Il va y avoir le comportemental, c'est-à-dire les pages qu'il voit, les interactions qu'il a, les formulaires qu'il remplit, les jeux concours qu'il fait, les parrainages qu'il fait, etc. On va avoir donc on a toujours en fait le déclaratif et le comportemental, les données de dotation, c'est-à-dire les abonnements qu'il a, avec les échéances qu'il a. Donc par exemple les durées d'engagement, le fait qu'il ait pris une prime, etc. Qui fait qu'on a en fait aussi mécaniquement de l'information sur lui, les paiements qu'il a effectués, les paiements qui ont été refusés, etc. Donc tout ce qui est données de dotation. Ensuite, on a les données d'enrichissement, c'est-à-dire à partir de cela, on peut juste calculer. Quand on a son adresse, on a son quartier, on a sa ville, on va avoir sa région, etc., qui sont de l'enrichissement classique, complètement déterministe. Et puis, les données d'extrapolation. Et c'est celles-là qui vont plus nous intéresser, c'est-à-dire à partir de son comportement, quel est son engagement, qu'est-ce qu'on peut prédire de son engagement, à partir de son comportement, quel est son risque de churn, à partir de son comportement et à partir de toutes les données que l'on a et du segment dans lequel il est, quelle est mon opportunité de faire plus de chiffre d'affaires avec ce client-là. Et c'est là où se passe tout l'enjeu. C'est de dire, en fait, j'ai bien des données qui sont très factuelles et très techniques. Je sais très facilement maintenant, c'est un non-sujet à partir d'une adresse d'entreprise, d'avoir un numéro de sirène, de chiffre d'affaires, etc. Mais maintenant, en fait, j'ai besoin aussi d'anticiper et d'extrapoler qu'est-ce que je vais pouvoir, quelle est ma next best action, quelle est la prochaine action idéale à faire avec ce client-là. Et c'est ça tout l'enjeu d'aujourd'hui, et c'est là où on va rentrer dans le détail. Et je vais passer la main à Virginie, qui va rentrer dans la phase de démonstration. Bonjour à tous. Je vais commencer à vous montrer comment on peut utiliser la plateforme HubSpot
pour un groupe de presse, et en commençant par faire un petit focus sur la base de contact. Donc là, on a un portail HubSpot de démo avec une base qui a été importée de diverses sources. On a ici la liste de tous les contacts qui sont disponibles dans la base, et on va pouvoir avoir au sein d'HubSpot énormément d'informations agrégées pour un contact. Je vais rentrer sur le détail d'une fiche contact. Alors bien sûr, les informations qu'on souhaite faire remonter et qu'on souhaite afficher, qu'on souhaite mettre à disposition des utilisateurs ou des systèmes, tout ceci c'est configurable, c'est adaptable à vos besoins, à vos métiers. Donc là, sur une fiche contact, on va avoir, comme l'a présenté Rémi, différents types de données. On va avoir toutes les données qui sont les données déclaratives, qu'on va retrouver ici dans la partie de gauche. Donc l'adresse email, numéro de téléphone. On va avoir des données déclaratives sur les abonnements newsletter, aux communications, aux préférences, etc. Ça peut être plein de données diverses et variées. On va aussi pouvoir retrouver des données liées au comportement, les visites sur les sites internet. Là, par exemple, j'ai des pages vues. Alors, bon, on est dans un compte fictif, donc j'ai des pages vues qui sont un peu fictives ici, mais on va avoir les pages vues, les pages visitées sur vos différents sites internet. On va voir les tickets, les demandes de support qui ont été faites. On va pouvoir voir les activités de chat, les interactions avec les chatbots aussi sur les sites, les emails marketing, les soumissions de formulaires, toutes les activités, toutes les interactions que vous aurez décidé en fait de connecter à votre CRM pourront remonter sur la fiche contact en lecture. Mais la force derrière, c'est aussi de pouvoir automatiser, utiliser ces données pour pouvoir automatiser des campagnes d'emailing ou de phoning par exemple, pour pouvoir relancer, pour pouvoir communiquer avec ses prospects et ses clients de la meilleure des manières. Oui, allez-y, pas de problème. En fait, le nettoyage de la donnée est un vrai gros sujet. La data quality, en fait, on peut toujours nettoyer une donnée avant de l'intégrer, mais sauf qu'elle ne reste pas propre derrière. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que quand on a des sources de données qui ne sont pas de qualité, en fait, il y a toujours une détérioration de la donnée dans le temps. Donc, effectivement, on peut nettoyer la donnée avant de l'injecter, mais en fait, la bonne pratique est de dire, en fait, de nettoyer la qualité de l'alimentation des données. Et là, il y a un vrai travail de fond qui se fait, qui est, en fait, quand on a une mauvaise source, quand on a des imports de fichiers tombés du camion, quand on a des éléments comme ça, il y a toujours des procédures à suivre de façon à ne pas polluer la base. Après, il y a un deuxième sujet qui est très classique, qui est de dire comment je peux rapprocher les contacts que j'importe, les entreprises que j'importe avec ce que j'ai déjà en base. Donc ce qu'on appelle le RCU, ou réconciliation du client unique, qui est de dire, en fait, aujourd'hui, un de mes enjeux, c'est de mettre en place non seulement une capacité à cleaner ma donnée, mais surtout à ne pas la doublonner. Parce qu'il y a un véritable enjeu, surtout sur des gens qui sont multiprofils, sur les apps. Ils vont avoir parfois des profils différents sur la partie digitale, ils vont être parfois différents sur la partie abonnement print. Et certains d'entre vous, je ne donnerai pas de nom, ont plusieurs systèmes de gestion d'abonnement qui sont séparés print et web. Et en fait, dans ces cas-là, le vrai sujet, c'est de réconcilier ces clients. Donc, on voit que toutes ces informations-là sont regroupées au sein d'un seul et même outil qui vont nous permettre derrière de pouvoir travailler des segments pour pouvoir communiquer avec ces segments de manière pertinente. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on peut faire un segment dans HubSpot. Vous allez voir, c'est assez simple, assez rapide, surtout qu'il y a plein d'outils d'intelligence artificielle qui s'ajoutent au fur et à mesure dans l'outil. Les segments ou les listes que vous connaissez tous peuvent être créés assez facilement. Donc je vais créer un segment basé sur les contacts. Je vais mettre un filtre tout simple sur
les thématiques préférées, par exemple. Donc actualité locale, politique, etc. Et donc j'ai ma liste qui va se construire petit à petit. Je peux rajouter des critères, je peux affiner, avoir des listes de plus en plus fines, ce qui va être le mieux pour pouvoir adresser mon audience de la meilleure des manières. Je vais aussi pouvoir exclure dans mes listes certains contacts ou d'autres segments, encore une fois, pour améliorer la qualité de la liste. Une fois que ma liste est prête, alors là, je vais quand même aller un tout petit peu plus loin dans la configuration de la liste. Je vais rajouter un filtre juste pour vous montrer que je peux filtrer sur des critères du contact, mais je vais aussi pouvoir filtrer sur des critères d'autres objets qui vont être en lien avec ce contact. Donc, soit l'entreprise du contact, soit les tickets qu'il a pu faire avec le support, les interactions qu'il a pu avoir avec le support client, ou voir les transactions, les transactions, les dotations qui ont pu être créées. Et je vais filtrer, par exemple, sur tous mes contacts qui ont un abonnement individuel ici et qui ont des thématiques préférées sélectionnées. Donc, ah oui. Tout à l'heure, vous parliez du RGPD. Je suppose que là, vous avez la base légale avec l'opt-out qui est toujours valide quand vous faites ça. C'est la base de... Bien entendu. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a toute une gestion des opt-in, opt-out intégrée à l'outil qui est très stricte. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Quand on fait des segments, l'opt-in, opt-out n'est pas pris en compte au niveau des segments, c'est quand on va communiquer. Donc dès qu'on veut lancer une campagne derrière basée sur un segment, là, effectivement, on ne pourra communiquer qu'avec les personnes qui ont donné leur aval. Donc je vais créer ma liste. J'aurais pu lui donner un nom un peu plus parlant. Et ce qui va être intéressant aussi dans la segmentation, ça va être la possibilité de créer des audiences de listes similaires. Donc là, ça va être l'outil qui va vous permettre de créer une liste qui ne correspond pas, des contacts qui ne correspondent pas tout à fait aux critères que vous avez sélectionnés, mais qui pourraient, en se basant sur justement toutes les interactions, se basant sur les données qui sont agrégées dans le CRM, qui pourraient éventuellement correspondre. Donc ça vous permet aussi derrière d'avoir une audience plus importante et de pouvoir adresser plus de gens. Vas-y. En fait, c'est là où on passe du monde des connus, c'est-à-dire de vos consommateurs utilisateurs, de ce qu'on appelle l'idéal, les clients idéaux, etc., vers le monde de l'inconnu. C'est-à-dire que déjà, quand on va pouvoir faire ces segments vont s'adapter à des personnes dont on n'a pas l'identifiant, qui est juste en fait basé sur un comportement. Et c'est là où en fait on va essayer d'appliquer et d'identifier par rapport à des segments d'audience, de connus et de consommateurs idéaux, en fait des segments soit d'autres connus, et de se dire ah bah tiens, effectivement ceux qui aiment bien tel produit ont tel profil et tel utilisateur qui n'est pas dans ce segment-là a le même profil, mais tel utilisateur ou tel visiteur qu'on ne connaît pas a aussi ce profil-là. C'est de la segmentation de cohorte à partir de l'ID. Exactement, c'est ce qu'on appelle la segmentation de cohorte basée sur l'identifiant unique. Alors, quand on rentre dans ça, vous avez compris en fait que on est dans le en baser plus qu'à le connaître mieux. Et quand on parle du connaître mieux, on va partir sur un cas client. Qu'est-ce qui se passe en fait, par exemple? Alors, je suis désolé, je vais être un peu de travers. J'ai un exercice un peu délicat qui consiste à être complètement en travers par rapport à mon écran, si j'arrive à voir l'écran. Yes, j'arrive à voir l'écran.
En fait, on va partir d'un cas client qui est un client qui accepte qu'on partage ses données. Donc, c'est un client qui est un club de foot qui s'appelle le LOSC, qui est en B2C. Alors, pourquoi on rentre dans le cas du club de foot? D'abord parce qu'on est dans du B2C. Il est seul à vendre son stade, les places dans son stade, donc il n'a pas de concurrence. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vous partager in real life. Donc là, vous êtes sur la plateforme en temps réel, chez lui, où en fait, vous apercevez que quand on l'a installé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on était à 116 000 abonnés. C'était ce qu'on avait récupéré des gestionnaires d'abonnement depuis 10 ans. Et que le premier jour, à la première heure, on a pu faire de la segmentation parce qu'on savait déjà qui était abonné depuis combien de temps, quelle était la lifetime value, quel était l'ARPU de chacun de ses clients, juste en important la base abonnée. Et puis, entre-temps, aujourd'hui, à cette heure-ci, on est à 372 000 contacts, donc on a plus que triplé la base. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de connaître le fait qu'on triple la base. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de me dire, en fait, pour chacun des éléments, je vais regarder, par exemple, si je prends un LOSC Monaco, je peux aller sur le détail du LOSC Monaco, je peux aller prendre n'importe quelle personne, et ce n'importe quelle personne, je suis capable de connaître en temps réel quel est le chiffre d'affaires. Alors là, je suis tombé sur quelqu'un qui fait vraiment pas beaucoup de chiffre d'affaires, peu importe. Quel est son score, quel est son persona, donc quelqu'un qui est très peu engagé. Quels sont ses derniers achats? Est-ce qu'il est passé sur la boutique en ligne? Est-ce qu'il est passé sur la boutique physique? Est-ce qu'il est passé par la billetterie? Est-ce qu'il est ici connecté à l'application? Est-ce qu'il a fait des jeux concours? Quel type de SMS? Donc toutes mes interactions sont vraiment bien collectées en temps réel sur l'ensemble de mes 360 000 abonnés. Et ça, en fait, cette connaissance client, se dire derrière, on est capable de l'activer, etc., ça veut dire que ce qui est vrai pour mes connexions et mon engagement va être vrai aussi pour toutes mes pubs. Donc toutes mes campagnes de pub, je vais pouvoir analyser le chiffre d'affaires, toute mon acquisition. Quand je sais que je gère, par exemple, ici j'ai généré 26 contacts, je sais exactement quel contact. C'est-à-dire que j'ai vraiment réconcilié l'ensemble de mon écosystème. Ce qui est vrai pour mes pubs est vrai pour mes réseaux sociaux. C'est-à-dire toutes les communications des réseaux sociaux, toutes les réactions des audiences. Je peux faire aussi du social moderation ou donc de la modération des réseaux sociaux ou du social listening, écouter ce qu'ils racontent et les gens qui parlent de moi sur les réseaux sociaux pour essayer de les acquérir. Eh bien, tout ça va se retrouver dans HubSpot. On va pouvoir faire le social posting, le social moderation et le social listening directement depuis HubSpot tout en réconciliant sur une base. C'est-à-dire, on est vraiment dans un écosystème dans lequel le client devient, ou le prospect devient au centre du système. Et on n'est pas juste, c'est pas juste une illusion, rien moins qu'une sensation, mais c'est réellement en fait quelque chose que vous pouvez appliquer demain. C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir vraiment cette vue holistique de vos clients, de vos prospects, de vos visiteurs, avec cette capacité en fait de dire ok, j'ai vraiment mes clients, j'ai vraiment toutes leurs interactions, j'ai vraiment tous leurs engagements, le score d'engagement qu'on voyait tout à l'heure qu'a présenté Virginie. Je vais être capable, en fait, en permanence, de pouvoir créer mes cohortes. Et de mes cohortes, de pouvoir avoir les meilleures actions d'automatisation, d'email, par exemple. Toutes les campagnes d'email ont été créées à partir d'ici. Donc, si vous prenez, par exemple, un email de billetterie, eh bien, ça va être exactement la même chose avec une analyse du ROI, avec une analyse, là, il n'est pas parti encore celui-là. Et en fait, avec une analyse complète, et je peux savoir sur chaque email mon taux de délivrabilité, qui a passé peu de temps à lire mon email, qui avait passé beaucoup de temps, et calculer un score d'appétence en temps réel. Ce qui est vrai sur l'email est vrai sur ma liseuse, dans le monde web, print, ou dans le monde de la presse, est vrai sur mes pages de mon site web, et détecter que quelqu'un vient de passer sur la page de s'informer pour se désabonner, ou au contraire sur une page d'abonnement, sur une offre. Ça, en fait, vous allez pouvoir le détecter, le qualifier en temps réel et enrichir votre base, et du coup, avoir vos leviers d'action. Et chaque levier d'action, vous allez pouvoir mesurer sa rentabilité et son ROI. Donc quand on parle de booster la valeur de vos abonnés, c'est cette partie B2C, ça veut dire que la philosophie, elle est très simple. C'est que je sais que les comportements de mes clients existants prédit une partie de mes comportements futurs. Je sais que chaque action va pouvoir être mesurée, mais pas à moitié, pas approximée, mais objectivée. Chaque rentabilité d'action, chaque chiffre d'affaires généré va pouvoir être réconcilié avec une campagne, y compris un salon, y compris un événement, y compris en fait un partenariat que vous allez mettre en place. Je vais pouvoir tout tracer et en fait objectiver mes éléments. Ça veut dire quoi derrière dans le monde du B2B ou du B2C? C'est hop. Ah là je rentre dans le
Travail un peu plus difficile. Je l'avais déjà ouvert, mais désolé, je suis obligé de le rouvrir parce que je suis perdu dans mes onglets. Tic. Ça veut dire qu'ici, ici, par exemple dans mes tableaux de bord, je vais être capable de dire de ce mois-ci, entre le mois précédent et le mois prochain, j'avais en fait un ensemble d'abonnés qui me représentaient un chiffre d'affaires avec une lifetime value, avec en fait un taux de churn connu, précis, et un nombre de volumes de vente au numéro avec exactement un chiffre d'affaires précis par point de vente. Et ce que je fais sur mes abonnés, je peux faire exactement la même chose sur mes points de vente. Et puis la vente de hors-série, de choses comme ça. Et puis mes acquis. Et mes acquis, ils représentent en moyenne tant de lifetime value. Et mon coût d'acquisition, je peux le mettre en compte perspective. Et de me dire que demain, en fait, mais demain, mon prévisionnel, c'est que j'ai perdu tant d'abonnés qui représentent tant de lifetime value. Donc ça veut dire que mon coût de rétention, je suis capable de le mesurer parce que je sais exactement combien je peux dépenser pour retenir un abonné, quelle offre alternative je peux lui proposer en temps réel. Et donc essayer de savoir objectiver à la fois mon impact en termes de trésor, c'est-à-dire mon ARPU moyen par mois et combien de temps il va falloir pour que je rentabilise mon coût de rétention, mais aussi en fait objectiver mon portefeuille à moyen terme. Et ça, on n'est que dans la partie B2C, on va attaquer la partie B2B juste derrière. Et ce qui est vrai en termes d'acquisition va être vrai aussi pour des OPSP. C'est-à-dire toutes mes OPSP derrière, je vais pouvoir avoir aussi directement en fait une vision du nombre d'abonnés que j'ai généré. Donc j'ai par exemple un événement physique, je vais pouvoir, si je le traque bien, avoir mon nombre d'abonnés au print, mon nombre d'abonnés web, mon ARPU généré par cette cohorte-là. Et c'est quand on parle d'optimiser la valeur d'abonnés, c'est vraiment non seulement j'optimise la valeur de m'abonner, mais j'optimise la rentabilité de mes actions. Avant qu'on parte sur la partie B2B, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Pas de questions, bonne question. Alors, je vous propose... Encore une petite chose à montrer. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait agréger pas mal d'informations dans HubSpot et c'était de l'information qui... alors, je vais me brancher. Qui était exploitable pour pouvoir communiquer avec vos abonnés. Mais on a parlé aussi un peu plus tôt, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais du fait de pouvoir gagner en efficacité opérationnelle. Et une des forces d'HubSpot et du partenariat de 1 minute 30 avec HubSpot, c'est de pouvoir intégrer au sein même du CRM des outils connectés avec vos gestionnaires d'abonnement en temps réel. Donc, plus besoin d'avoir 50 onglets ouverts, d'être sur 50 outils en même temps et de s'assurer qu'on a bien mis à jour la donnée au bon endroit ou dans tous les outils. On peut voir ici que sur une fiche client, Marie Dupont, sur la fiche client sur laquelle on était tout à l'heure, on peut voir que... On ne peut pas voir. Ok. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Si on prend quelques chiffres du LOSC par exemple, le LOSC concrètement, ça veut dire sur la partie B2C, même s'il y a un vrai biais qui est la qualité du résultat des matchs, ça veut dire qu'en fait, en moins de 12 mois, ils ont augmenté de plus de 20% le taux de remplissage du stade. En moins de 12 mois, ils ont augmenté de plus de 30% la vente de merch, vous savez, de produits dérivés. Et c'est juste parce que plutôt que d'être dans l'ancienne logique et de dire je fais du mailing massif sur toute ma base et si ça passe, ça passe, puis toujours envie de se dire en fait si j'envoie un mail à un prospect, peut-être qu'il va acheter, donc pourquoi je m'arrêterais à la moitié ou le quart de ma base ? En fait, quand vous commencez à travailler vraiment par cohorte, ça veut dire que vous augmentez l'enchantement. Et cette logique d'enchantement, en fait, elle est fondamentale dans la bonne réussite et dans le bon succès du chiffre. C'est un grand débat qu'on avait eu, je meuble pendant que ça remplit, un grand débat qu'on a eu notamment avec un client qui s'appelle Samsung Electronics France. Samsung Electronics France, il a une caractéristique, c'est qu'il a peut-être la plus grosse base abonnée en France, puisqu'il a 60 et quelques millions d'embasés. Bon, il y a des doublons, je vous rassure, parce que dedans, vous avez... Mais en fait, Samsung, il est dans les montres, dans les ordis, dans les téléphones, dans les micro-ondes, dans les télés, dans beaucoup, beaucoup de choses.
Et donc, dès que vous avez une garantie d'un produit Samsung quelque part, vous êtes basé chez Samsung. Samsung a ce qu'on appelle des blockbusters. Un blockbuster, c'est je sors le S26, dont vous savez peut-être que la sortie est repoussée en janvier ou février. Donc le Samsung S26 est celui qui représente en fait le plus gros volume de vente. Donc première stratégie de Samsung à l'origine, c'est de se dire, en fait, génial, j'envoie toute ma base un mail, et puis je les harcèle parce que, en fait, comme la pub, il faut les exposer 2, 3 fois. Donc je vais l'envoyer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois un mail avec ensuite des promos, des trucs sur mon Samsung Store, par la Fnac, par machin, pour avoir en fait adressé toute ma base et surexposer mes personnes. Ce qu'on a constaté avec eux, c'est très mécanique, c'est que très rapidement, je finis ma phrase, très rapidement en fait, on avait une dégradation de la base qui était de plus de 10% chaque fois. C'est-à-dire on avait plus de 10% d'opt-out. Pourquoi ? Parce que les gens étaient surcités, on ne pensait pas à enchantement. Et quelqu'un qui est en fait en opt-out sur le S26, il n'achètera jamais le S27. Et je vais pouvoir repasser la parole à Virginie. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'était le fait de pouvoir avoir... Alors, du coup, je renvoie... De pouvoir avoir directement dans HubSpot de la visibilité et surtout de pouvoir agir directement, interagir avec vos gestionnaires d'abonnement sans devoir vous connecter sur les gestionnaires d'abonnement. On voit ici une intégration donc spécifique avec pour Marie Dupont la liste de tous les abonnements qu'elle a pu avoir ou qu'elle a encore aujourd'hui. On va pouvoir tout de suite avoir une visibilité complète sur l'abonné que Marie Dupont est. Et on va pouvoir ajouter un abonnement. On va pouvoir ajouter un abonnement. On va pouvoir se connecter avec des systèmes tiers comme la BAN pour pouvoir vérifier les adresses de livraison, parce qu'on sait que quand on fait du quotidien et qu'on doit livrer, il faut quand même s'assurer que les adresses sont bonnes. Plein de choses comme ça. Alors, chemin de Vacaire, ça c'est chez moi, voilà. C'est pas, j'habite assez loin d'ici. On va pouvoir choisir les jours de livraison pour un quotidien avec une estimation mensuelle et même aller jusqu'à la saisie des coordonnées bancaires. Tout ça connecté directement avec les gestionnaires d'abonnement, donc enregistré en fait sur les gestionnaires d'abonnement et synchronisé pour les données qu'on aura choisies, synchronisé dans HubSpot pour pas avoir toutes les données. Je ne veux pas avoir des données bancaires dans HubSpot, ça ne fait pas de sens. Mais avoir des données intéressantes synchronisées dans le logiciel. Donc plus de multitude d'outils, un outil avec la donnée centralisée et la possibilité d'interagir avec vos autres outils de votre écosystème. On dit souvent, en fait, un métier, un outil. En fait, au support client, la plupart du temps, dans le support client, vous avez à la fois l'interface du support client, l'interface de la téléphonie, l'interface du gestionnaire d'abonnement, ce qu'on appelle le lutin, c'est-à-dire à côté le gros classeur dans lequel il y a toutes les procédures à suivre au cas où. Parfois un Word ouvert parce que vous allez avoir besoin d'un contrat pro ou des choses comme ça. Et tout ça, en fait, ça fait que côté support client, vous n'avez pas un écran, vous auriez besoin d'en avoir 4. En fait, l'efficacité du support client, c'est déjà être capable de connecter à la téléphonie. Un pré-décroché, c'est 30 secondes de qualification d'un appel. C'est-à-dire 30 secondes pour trouver le numéro d'abonnement ou d'abonné en moyenne. Juste identifier le numéro de téléphone, c'est déjà gagner 30 secondes par appel. Sur des durées moyennes de 4 minutes 30, souvent, ça veut dire gagner 11% de productivité. Rien qu'en faisant ça. Et en fait, ensuite, en ayant un seul outil, la plupart du temps, vous allez quasiment diviser par 2 le temps de traitement. Donc vous allez augmenter par 2 le taux d'enchantement, quelque part. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de dire, être capable d'avoir un outil qui va permettre de gagner en efficacité. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ou est-ce qu'on rentre sur la partie B2B? Alors désolé, la logistique n'est pas vraiment avec nous aujourd'hui, mais on n'est que du SaaS. Que du SaaS.
Alors. Houston. Alors, HubSpot est un routeur d'email en tant que tel, donc il est en autonomie. Il peut se connecter à d'autres routeurs. Nous, on a connecté à du Mailjet, à du Brevo, à du Adobe, à plein d'autres choses, ou du Selligent. Même, on a des clients qui sont sur Selligent. Donc, on est capable de se connecter à beaucoup d'autres écosystèmes quand on choisit que le routage se fasse directement dans des écosystèmes tiers, avec toujours la même philosophie de collecter l'interaction et collecter la traçabilité. C'est pareil pour HubSpot, en fait, pour les routeurs de SMS, pour le RCS, le WhatsApp. Si vous avez en fait notamment des communications par RCS, l'ensemble, en fait, on est capable de connecter à d'autres outils, ou pour la téléphonie aussi. Si vous êtes par exemple en Vocalcom, en Kiamo, en Aircall, en Ringover ou quelconque autre outil, 3CX, C3T ou que sais-je encore, on n'aura aucun problème pour se connecter. En fait, HubSpot a moins de problèmes pour se connecter qu'un ordinateur à un écran. Alors, quand on est dans le monde du B2B, c'est assez simple. Le premier postulat, on se dit, en fait, j'ai un système connecté, donc je suis connecté à mon agenda, mon email, mon téléphone, mes comptes rendus de réunions, etc. Ce qui veut dire que quand j'arrive le matin, en fait, j'ai un système qui me dit, pendant que vous n'étiez pas là, telle personne a regardé tel email, telle personne a répondu à telle question, tel style de vie a été signé, tel rendez-vous, vous devriez le préparer pour telle heure parce que vous avez rendez-vous à telle heure et vous n'avez pas répondu à tel email ou tel email depuis 3 jours, qui attend une réponse. Ça, en fait, c'est le matin quand vous arrivez, vous avez en fait un outil qui va vous permettre de vous dire réellement les tâches en attente. Vous devez livrer telle réponse à appel d'offres, tel propal pour tel client en régie pour telle date. En fait, sans rien faire, mon système s'est enrichi à collecter toutes mes interactions et m'a proposé en fait les actions à faire. Et ça change complètement la relation B2B. C'est-à-dire que quand vous avez un portefeuille, et quand bien même en fait il se passe des choses que d'autres collègues ont fait, c'est-à-dire je reviens de vacances, moi quand je reviens de vacances, j'ouvre mon accueil et je sais tout ce qui s'est passé depuis que je suis parti sur tout mon portefeuille client. Pourquoi ? Parce que dès que quelqu'un d'autre a interagi, dès qu'un rendez-vous a eu lieu, j'ai le résumé de la réunion qui est arrivé en temps réel. On peut peut-être le montrer si tu vas sur compte 1 minute 30, Otexio, par exemple. Otexio, c'est un bon exemple. C'est un client avec qui j'ai eu une réunion la semaine dernière. Je n'avais pas eu de réunion avec eux. Je n'avais pas eu d'échange avec eux, mais mes équipes en avaient eu. Donc, j'ai eu la première réunion jeudi de la semaine dernière, matin. Donc, 3 minutes avant, je me connecte à HubSpot pour savoir ce qu'il va me dire. Et non. Eh bien non. Seriously? Alors, ça va être très dur à montrer, ça va être très dur à exposer en fait sur ce qu'on peut faire avec un outil comme ça. Mais sachez qu'il y a quelque chose de fondamental, vous en avez pressenti tout à l'heure, c'est que comme on collecte tout, on peut faire de l'habillage sur tout. C'est-à-dire on peut faire des dashboards, on peut faire de l'analyse statistique, on peut faire de l'analyse de corrélation sur à peu près tout et n'importe quoi, puisque tout est dans HubSpot. Tout ce que vous allez avoir collecté, tout ce que vous allez pouvoir regrouper, les champs calculés, qui est la totalité du chiffre d'affaires que j'ai fait depuis 1 an, ou le nombre de fois qu'il est passé dans une boutique, ou il a consommé ma liseuse depuis 3 mois, ce sont des champs que vous allez créer en 5 secondes, et que vous allez pouvoir en fait prendre comme critère de segmentation, ou comme critère de score d'engagement, et de proximité du client avec vos marques. Et en fait, en fonction de ça, vous allez pouvoir dire, je sais que par exemple, quelqu'un qui est un petit pro ne va pas avoir forcément la même appétence que quelqu'un qui est en fait un résidentiel sur mes offres.
peut-être que la récurrence de visite, la récurrence de consommation sur mes apps, sur ma liseuse va être différente. Et donc, quand je vais pouvoir, plus je vais avoir de données collectées, plus je vais pouvoir être capable de créer de l'enchantement. Le premier jour de la première heure, tout ce que je saurai, c'est qui a payé quoi depuis que j'ai mon gestionnaire d'abonnement et mon ERP, c'est-à-dire peut-être depuis 10 ans, 15 ans. Par exemple, Telegram de Brest, on est remonté en 2002. Donc on savait exactement tous les abonnements depuis 2002. Donc on a eu le premier jour, de la première heure, la lifetime value moyenne, et puis les premières cohortes et les premiers segments. Puis le deuxième jour de la deuxième heure, en fait, on a commencé à collecter de la data de qui consomme, qui visite quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a un cercle très vertueux qui se crée. Parce que plus vous consommez, plus les gens, vous pouvez prédire, plus vous créez de l'appétence et plus les gens consomment. Et quand vous avez, en fait, par exemple, on n'a pas vu tout à l'heure, mais le score moyen, la taille moyenne, par exemple, sur le LOSC, d'envoi d'email, c'est même pas un 20e de la base. Mais pour autant, le taux d'ouverture moyen est supérieur à 25%. Et le taux de clic moyen est supérieur à 7%. C'est-à-dire, on est bien dans un écosystème vertueux, on envoie la bonne info aux bonnes personnes. Et le chiffre d'affaires moyen, ça, j'ai pas le droit de le dire, mais si vous avez regardé tout à l'heure, je suis peut-être passé sur l'écran, mais le chiffre d'affaires moyen n'est pas négligeable non plus. Et c'est ça, tout côté très vertueux du système. Et ce qui est vrai, en fait, en B2C est complètement vrai en B2B. Aujourd'hui, HubSpot, c'est un système qui me dit par l'IA, quand je me connecte à un compte, tout bêtement, voilà le résumé de tout ce qui s'est passé depuis la relation avec le client, le prospect. Voilà tout ce qu'il a acheté, voilà tout ce qu'il a consommé, voilà les résumés des réunions que vous avez eues avec lui. Voici les derniers points. Vous n'avez pas encore confirmé, par exemple, la réunion que vous avez la semaine prochaine avec lui à telle heure, ou encore il n'a pas confirmé la réunion, ou il n'a pas répondu à telle question que vous avez posée dans vos emails. Et ça, sans que je fasse rien. Et à partir de ce moment-là, et à partir de ça, c'est comme si j'avais une assistante virtuelle qui m'avait en fait briefé sur tout ce qui s'était passé, ce qui allait se passer et ce qu'il y avait à faire. Et à partir de ce moment-là, cet assistant virtuel, il me permet en fait de me concentrer sur l'efficacité. Ça veut dire qu'en moyenne, quelqu'un qui déploie... Oh, non, on réessaye. Soyons fous. Vous voulez pas essayer HDMI 2 des fois? Sait-on jamais. Donc, cet assistant virtuel, il est capable de me dire réellement, en fait, sans que je fasse rien, ce qui se passe. Je pense qu'on va un peu abandonner l'idée d'avoir un atelier réel et une présentation. Maintenant, est-ce que vous avez, vous, des questions? Des interrogations? Alors, en fait, la plupart du temps, quand vous avez en fait aujourd'hui un gestionnaire d'abonnement qui est, alors je ne sais pas sur lequel vous êtes, sur Malo ou sur, mais peu importe. En fait, ce gestionnaire d'abonnement, il a parfois une partie CRM, mais pas souvent. Et souvent, vous avez en fait un outil de marketing automation, de mailing, qui est séparé du gestionnaire d'abonnement. Parfois, soit vous avez automatisé, soit à la main, vous allez exporter des abonnés pour les rapporter dans l'autre, etc. Soit il va se mettre entre les deux. C'est-à-dire il va remplacer votre outil de marketing automation, ou vous avez un outil pour le support client, si vous avez un support client dans lequel vous avez en fait un via dialogue ou que sais-je encore, dans lequel les équipes ont quelques informations qui montent du gestionnaire d'abonnement. Donc HubSpot, il se met souvent, en plus du gestionnaire d'abonnement, ça c'est clair, mais il se met souvent en substitution de l'outil de marketing automation ou de l'outil de support client. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de faire en fait et de décommissionner un certain nombre d'outils. Vous avez un outil pour les réseaux sociaux. Vous avez par exemple un Hootsuite ou un Metricool ou que sais-je encore pour tout ce qui est social posting, social moderation, etc. HubSpot, en fait, dans la licence, gratuitement dans la licence marketing, vous pouvez faire la même chose. Vous allez avoir un outil pour piloter, vous allez aller dans Google Ads pour gérer vos pubs. Là, en fait, HubSpot, vous allez piloter Google Ads. Donc, vous avez quand même le compte Google Ads. Vous pouvez faire de l'analyse tactique, entre guillemets, dans Google Ads, mais pas de raison, en fait, puisque tout est dans HubSpot, pas de raison d'aller souvent dans Google Ads. Vous avez en fait GA4, donc vous parliez de GA4. GA4,
dans lequel vous pouvez faire des dashboards et rentrer dans les détails. Mais en fait, GA4 va se connecter aussi à HubSpot, et donc tout ce que vous avez dans GA4, une bonne partie va se retrouver dans HubSpot. Donc, hormis l'expert qui a envie de regarder un peu plus dans le data layer, regarder plus des UTM ou regarder plus des analyses très fines statistiques, vous n'aurez pas besoin d'y aller. Et c'est ça la force, c'est que vous allez gagner du temps opérationnel tout au long au quotidien, en fait. D'autres questions ? Alors, c'était un peu compliqué. Donc, logiquement, vous avez tous reçu, ou avec un peu de chance, un flyer dans lequel j'aurai le bonheur de vous proposer une démonstration personnalisée, réelle, connectée et qui fonctionne. Oh, c'est pas vrai. Il est venu. Alors, regardez, quand on disait ce matin, en fait, quand je me connecte le matin, j'aime bien savoir ce qui s'est passé. Regardez, là, pendant la réunion, il me dit exactement qui a ouvert quoi. Je sais, par exemple, en ce moment, j'ai Roxane qui attend, effectivement, je dois lui répondre à un email. Donc, elle attend la réponse à cet email, etc. Et donc, je sais exactement tout ce qui est à faire au quotidien, le matin quand j'arrive. Mais quand je dis tout à faire, ça veut dire que ici, si je cherche n'importe quelle société comme Otexio, j'en disais tout à l'heure le cas, hop, je vais sur Otexio, que va me dire HubSpot sur Otexio. Il va me dire ici par l'IA, il est en train d'enrichir l'info et il va me dire en fait ce que j'ai à faire exactement. Là, je retrouve tous mes rendez-vous, mes échanges d'emails, etc. Et là, il me fait mon résumé. Il me dit, voilà les derniers échanges, voilà les prochaines actions à faire, voilà les recommandations, veux-tu que je les applique pour toi ? Et ce qui est vrai pour un email, c'est quoi ? Ce qui est vrai pour une action B2B directement en entreprise va être vrai aussi dans la génération par IA du prochain mail marketing que je vais faire sur mes offres. Où je vais dire, tiens, je veux faire un mail sur tel segment, comment peux-tu le faire ? Et puis toute la force d'HubSpot, et là ça va être quasiment impossible à faire sauf avoir un torticolis, c'est que tout va pouvoir être automatisé. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire en 3 minutes chrono, tout client, un panier abandonné, il faut une fois connecté, moins de 3 minutes pour avoir une politique de gestion des paniers abandonnés, réellement active, qui permet d'avoir une première relance par email, faire une offre de décrocher 3 jours après. Donc je pourrais vous faire la démo si j'avais pas le torticolis, qui est de dire, en fait, en 3 minutes, je peux, pour tout panier abandonné, attendre 1h53, au bout d'1h53, envoyer un email de rappel. Dans cet email de rappel, on fait un pointeur vers le panier. Si la personne n'a toujours pas réagi, j'attends 2 jours, ouvrez, pas calendaire, ouvrez, ou j'attends le lendemain matin à 8h, pour dire le lendemain à 8h, je lui fais une offre toc-toc, etc. Je fais de la B-test pour vérifier lequel des deux marche. Et puis, 3 jours après, parce que je sais qu'un email, j'ai 15% de transformation du panier abandonné par email dans le secteur de la presse, j'ai 22% par SMS, j'ai 32% par appel. Donc 3 jours après, je vais lui envoyer un petit SMS. Vous n'avez toujours pas confirmé votre panier, est-ce que vous voulez profiter de ça ? Et éventuellement, je vais pouvoir même derrière lui dire un SMS avec une offre de décrocher, c'est-à-dire une offre moins chère. Et puis après, une semaine après, éventuellement, je fais un appel client. Est-ce que monsieur, vous avez accepté d'être contacté ? Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous seriez intéressé par telle offre ? Et c'est ça aussi toute la puissance du système. Et ce qui est vrai en B2B et B2C est vrai en B2B. Et en B2B, en fait, je vais pouvoir automatiser mes tâches. Quelqu'un qui n'a pas signé un devis, je veux que ça soit rappelé automatiquement. Quelqu'un qui n'a pas renouvelé son offre d'abonnement, quelqu'un qui n'a pas renouvelé son contrat de partenariat, quelqu'un qui ne m'a pas payé, j'ai envie que en fait, ça soit automatisé, que ça ne soit pas une charge mentale au quotidien. Et en fait, HubSpot, il transforme votre base abonnée en une base augmentée dans laquelle vous allez pouvoir mieux travailler à partir de la data, et vos commerciaux en commerciaux augmentés, dans lequel en fait, vous allez avoir des commerciaux qui sont assistés par l'IA en permanence et qui vont être juste plus efficaces. Et c'est ça la force, c'est que ça ne change pas le métier du commercial, ça va juste l'aider au quotidien. Et ça, c'est toute la puissance d'un outil comme HubSpot. Du coup, on arrive à la fin de l'heure, malheureusement, j'en suis un peu effrayé. Est-ce que vous avez des questions ? Quel est le modèle économique ?
Le modèle économique d'HubSpot est assez simple, c'est des licences. Licences qui sont au nombre d'utilisateurs côté sales et support client, qui vont être au nombre d'abonnés contactés ou d'utilisateurs actifs que vous allez solliciter. Quand vous installez HubSpot, par défaut, gratuitement, vous pouvez avoir 15 millions de contacts dedans. Mais vous payez par les contacts que vous allez solliciter au niveau email, SMS, etc. Ça, c'est le modèle économique d'HubSpot. Et puis nous, en tant qu'intégrateur, on a en fait, l'accompagnement et le déploiement, tout bêtement. Parfois de la montée en compétence et de la conduite du changement. Et puis derrière, en fonction d'outils spécifiques ou pas, on peut avoir de la maintenance récurrente sur des connecteurs avec des gestionnaires d'abonnement X, Y ou Z. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette session. Nous vous prions de nous excuser pour la peine encourue liée à quelques grèves du personnel en ce moment, comme dire. Mais toujours est-il que n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez nos coordonnées, rpo@1minute30.com, vl@1minute30.com, donc Rémi Poulet, Virginie Larue. N'hésitez pas à nous contacter quand vous voulez et nous serons toujours à vos dispositions pour refaire cette démonstration complète et personnalisée. Merci à tous. Merci à tous.